Pour les Coréens, la Corée est une, par sa géographie, son peuple, sa langue et sa culture. D'abord colonisée par le Japon, la Corée se retrouve divisée en 1945 en deux zones d'occupation, américaine au sud, soviétique au nord. En 1950, le nord, puis le sud, tentent une unification par la force. L'intervention de Washington et des Occidentaux d'un côté, de Pékin et Moscou de l'autre, précipite la péninsule coréenne dans une guerre internationale qui va durer 3 ans. 4 millions de Coréens mourront. Des millions de familles seront séparées par la DMZ, zone démilitarisée le long du 38e parallèle. Au sortir de la guerre de Corée, les deux pays en ruine comptent parmi les plus pauvres du monde. Ils vont renaître sous forme de deux systèmes antagonistes. Au nord, Kim Il-sung pousse la logique de dictature du parti unique et d'autosuffisance à son extrême. Le sud, sous Park Chung-hee, adopte une politique autoritaire d'industrialisation et d'exportation à marche forcée. En 1989, la chute du mur de Berlin symbolise la fin de la guerre froide. Le monde entier se demande si la Corée va suivre l'Allemagne, en pleine réunification. Mais la réunification coréenne est-elle possible? Entre Sud et Nord, la DMZ reste un mur militaire et idéologique figé il y a maintenant 3 générations. Un mur dont personne ne sait s'il tombera un jour. Pour la première fois dans ce film, des Coréens du Nord et du Sud ont accepté de raconter ensemble leur histoire. À cause de la division, la plupart n'ont jamais pu se rencontrer. Le taekwondo est le sport national coréen. Chacun de ces mouvements a une signification. Jit-tae symbolise un homme, les 2 pieds sur terre, se battant pour son existence. Pourtant, les 2 parties de la péninsule sont en déséquilibre. Le nord se voit entouré d'ennemis qui attendent son agonie. Le sud veut être reconnu comme une puissance autonome. Avec la fin de la guerre froide, la confrontation Est-Ouest s'estompe. La mondialisation libérale va-t-elle triompher? La Corée du Sud se sent en phase avec cette évolution. Elle a réussi à se débarrasser de ses régimes militaires pour laisser place à une jeune démocratie. Son succès économique est devenu sa fierté, son identité. Des entreprises, aux noms jusqu'ici inconnus, Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, ont conquis les marchés de l'acier, de l'automobile, de l'électronique. Cela s'est fait au détriment des droits des travailleurs. Mais le tigre asiatique a su se faire sa place. On voulait mieux vivre, ne plus être une colonie, ne plus être pauvre au point de mourir de faim. Nous avions une mentalité d'affamés. C'est grâce à cela que nous avons pu réussir aussi rapidement notre miracle économique. Séoul veut devenir membre à part entière de la communauté internationale. Les États-Unis conservent toujours le contrôle de son armée en cas de conflit. Mais la Corée du Sud avance ses pions. Elle souhaite une adhésion séparée des 2 Corées à l'ONU. Profitant des liens noués lors des récents Jeux Olympiques de Séoul, elle convainc la Chine, avide de nouveaux marchés, et la Russie en pleine perestroïka.
Nous les avons convaincus que nous devons reconnaître la froide réalité. La Corée a été divisée en deux. Il y a aujourd'hui deux gouvernements et même deux pays. La Russie soviétique et la Chine ont poussé la Corée du Nord à accepter l'offre sud-coréenne. Elle n'avait pas le choix. Un vent nouveau semble souffler sur la péninsule. Les deux Corées signent même un pacte de non-agression et de réconciliation. Mais vu du ciel, une autre réalité apparaît. Alors que le Sud brille de tous ses succès, le Nord se retrouve dans une situation catastrophique. Sans électricité, sans ressources et de plus en plus sans amis. Non seulement l'URSS, mais tous les pays socialistes d'Europe de l'Est ont connu de grands déboires en 1991. S'il existait auparavant un camp socialiste capable de s'opposer collectivement au monde occidental, dont les États-Unis, ce camp avait perdu sa force. Face à cette situation, nous étions fermement déterminés à ne compter que sur nos propres forces et notre capacité d'autorégénération pour défendre notre culture, notre économie et la souveraineté de notre pays. Pyongyang a de quoi être inquiet. Moscou a stoppé ses livraisons de pétrole subventionnées et mis fin à son traité d'assistance militaire. Pékin a reconnu le frère ennemi du Sud. Les États-Unis ont fait quelques gestes d'apaisement en 1991. Pourtant, l'armée américaine ne va pas tarder à reprendre Team Spirit, grande manœuvre annuelle avec l'armée sud-coréenne qui avait été suspendue à la fin de la guerre froide. 200 000 hommes y rejouent le débarquement américain de la guerre de Corée. Pour Pyongyang, c'est une provocation. Plus ces manœuvres sont importantes, plus la réaction du Nord est virulente. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenir en permanence 1 million d'hommes en état d'alerte ne suffit plus. Pour le Nord, ce qu'il lui faut, c'est la force nucléaire. Lorsque nous avons réinstitué Team Spirit, en réaction, les Coréens du Nord ont suspendu en mars 1993 leur adhésion au traité de non-prolifération nucléaire. Et ils ont commencé le développement d'armes atomiques. Mon successeur comme ambassadeur américain à Séoul voyait la crise empirer. Les Coréens du Nord avaient menacé de transformer Séoul en mer de feu si nous continuions à nous opposer à eux et à les menacer. Alors, il a prévenu Jimmy Carter, qui avait une invitation permanente pour Pyongyang. Pour la première fois, un ex-président américain franchit la DMZ. Ancien combattant de la guerre de Corée, Jimmy Carter craint l'escalade. Il sait que l'administration Clinton étudie des frappes contre le Nord. De l'autre côté, 15 000 canons nord-coréens peuvent à tout moment bombarder Séoul et ses millions d'habitants. Kim Il-sung est flatté de cette visite. Les deux chefs d'État s'entendent. Carter peut annoncer en direct sur CNN que la guerre a été évitée. L'accord qui s'ensuit permet à tout le monde de sauver la face. Pyongyang promet d'arrêter son processus nucléaire. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon promettent de fournir 2 réacteurs à eau légère et une aide énergétique importante. Au nord, les inspecteurs de l'Agence atomique internationale reprennent leur visite. La principale raison pour laquelle le monde extérieur était prêt à leur donner de l'argent, c'est leur programme nucléaire. Sans cela, personne ne s'intéresserait à eux. Leur politique était mauvaise pour la croissance économique, mais ce n'était pas leur principale préoccupation. Ce qui comptait, c'était la stabilité, et cela a très bien fonctionné pour la stabilité politique. Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord, meurt subitement. À l'étranger, nombre d'observateurs croient que cette fois, la Corée du Nord va s'effondrer.
서서히 어머니 수정님 이게 정말이란 말입니까? 정녕 영결의 시각이 다가왔단 말입니까? Son fils et successeur, Kim Jong-il, mise sur le seul rempart possible pour garantir la survie du régime, les militaires. La nouvelle politique s'appellera l'armée d'abord. Ils seront nourris et équipés en priorité. Car au même moment, le pays connaît une terrible famine. En Corée du Nord, cette période s'appelle la marche difficile. Le sacrifice de certains pour sauver le bien suprême, le pays et le régime. Impensable en Occident, mais pas pour une population éduquée dans une logique de guerre permanente. Lorsque j'étais en déplacement, les trains ne roulaient plus à cause des pénuries d'électricité. Presque tout le monde était obligé de se serrer la ceinture. Les gens erraient à la recherche d'écorces d'arbres et de racines à déterrer pour calmer leur faim terrible. Ma famille était tellement pauvre que mes enfants tout fragiles, avec leurs petites mains, mangeaient des mélanges à base de grains de maïs brut. Ça faisait mal au cœur en tant que parent. Les causes de la catastrophe, inondations géantes, déforestation massive des années 80, effondrement du système étatique de distribution. L'aide internationale et sud-coréenne afflue, mais se heurte à la méfiance des autorités. Ils ne voulaient pas montrer à quel point la situation était critique, car cela aurait donné une mauvaise image de leur pays. Donc, toutes ces raisons ont provoqué cette situation catastrophique. Et ce que l'État a choisi de faire, c'est de la sélection. Ils se sont concentrés sur les gens qui comptaient le plus pour eux, à commencer par l'élite de Pyongyang. Et le reste du pays a été abandonné à son sort. L'État a été sauvé, mais à quel prix? Entre 1994 et 1998, la famine fera entre 500 000 et 1 million de morts. Longtemps, la Corée du Nord restera l'un des principaux bénéficiaires d'aide alimentaire par habitant au monde. La famine va changer le pays. Là où l'État s'est retiré, la population réinvente des systèmes de troc et de marchés informels pour se nourrir. Les autorités ferment les yeux, surtout dans les provinces reculées. Quand quelqu'un risque de mourir, il devient très ingénieux. Cette situation de marché noir s'est développée. Et de fait, c'est devenu assez efficace. Le pays vivait. Le pays a trouvé son propre modus vivendi. Cela prouve à quel point les Coréens peuvent être obstinés. Cela donne l'impression que la Corée du Nord, malgré l'isolement, malgré le contexte, est capable de s'en sortir. Kumgang signifie diamant en coréen. Les monts Kumgang font partie des lieux mythiques au nord que les habitants du sud rêvent de voir un jour. À la fin des années 90, des visionnaires tentent une nouvelle ère de coopération entre les frères ennemis. Et tout à coup, le peuple divisé se met à espérer. Un avenir commun est-il encore réalisable? L'homme le plus riche de Corée du Sud s'appelle Chung Ju-young. Il est le légendaire fondateur de Hyundai, première entreprise du pays depuis les années 60. Mais cet entrepreneur patriote n'a pas oublié qu'il est né fils de paysan dans un village du Nord. En 1998, il décide de retourner dans son pays natal en pleine famine, avec 1001 vaches.
제가 18살이던 1934년 서울 꿈을 안고 아버님 손을 판 돈 70원을 가지고 집을 나섰습니다. 이제 그 한 마리 소가 1000마리 소가 되어 그 빚을 갚으려 꿈에 그리던 고향 산천을 찾아갑니다. 정 선생님 열렬히 환영합니다. 네, 환영합니다. 현대그룹 Le PDG honorifique Chong Jo-young du groupe Hyundai, comme vous le savez, est né au nord. Il est originaire de la province de Gangwon, non loin d'un village où j'ai grandi. Quand il a fait cette proposition, nous l'avons acceptée parce que l'idée nous paraissait bonne. Voilà comment le projet a pu aboutir. Dans le contexte de l'époque, le groupe Hyundai a joué un rôle important pour instaurer un climat de confiance et de réconciliation entre les deux Corées. Chung Jo-young et son fils ont le soutien du nouveau dirigeant Kim Jong-il. Pour servir la réconciliation et contre rémunération, les monts Kumgang pourront être ouverts à des Coréens du Sud dès que les deux gouvernements se seront entendus. Étant donné que la relation entre les deux Corées était marquée par des problèmes politiques et militaires, il disait vouloir préparer le terrain de la réunification par le biais des projets économiques. La chose la plus importante pour nous était donc de faire affaire ensemble pour valoriser cette merveille de beauté que sont les monts Kumgang. Cette politique de la main tendue est défendue par un autre homme, le nouveau président sud-coréen Kim Dae-jung. Opposant historique de gauche au dictateur militaire, il a été élu pour surmonter la crise financière asiatique qui frappe le Sud de plein fouet. Suite à l'éclatement d'une bulle financière, des grands groupes comme Daewoo font faillite. D'autres licencient massivement. La population vend son or pour rembourser les prêts du FMI, se sacrifiant dans l'intérêt de la nation. Mais pour Kim Dae-jung, l'enjeu principal n'est pas économique. L'ambition suprême doit être une politique de réunification pacifique et à long terme. Pendant que mon mari était à l'isolement, en prison, il réfléchissait à la manière de réunifier le Sud et le Nord et à ce qui arriverait après la réunification. Sachant que les débuts de la réunification risquaient d'être chaotiques, il préconisait d'avancer doucement, étape par étape. Contrairement aux conservateurs sud-coréens, Kim Dae-jung n'a jamais cru à l'effondrement du Nord. Il convainc les grandes puissances de l'utilité de ce processus de paix. Il appelle sa politique la Sunshine Policy, la diplomatie du rayon de soleil. L'approche de notre gouvernement vis-à-vis de la Corée du Nord était inédite. Laissons d'abord faire la société civile, le gouvernement suivra. L'économie d'abord, la politique ensuite. Les choses faciles d'abord, les difficultés ensuite. Donner d'abord, recevoir ensuite. Juin 2000, l'avion présidentiel sud-coréen atterrit à Pyongyang. Le rapprochement a été rapide. Médusé, le monde regarde ces images filmées en direct par les télévisions des deux Corées. Le Nord, en convalescence, tellement attaché à la réunification, a saisi la main tendue. Jamais nous n'aurions cru que notre grand leader viendrait en personne saluer le président sud-coréen à l'aéroport. Nos caméramans étaient postés à différents endroits. Comme personne ne s'attendait à ce que le grand leader fasse une apparition à ses côtés, quand les gens ont vu ça, ils ont crié encore plus fort.
Mais comme nos journalistes ne devaient pas rater cet instant historique, malgré l'émotion, nous avons filmé la scène en essuyant nos larmes. C'était un choc complet, car non seulement notre président s'était rendu dans le territoire des diables, mais il avait rencontré leur leader pour lui serrer la main et pour le prendre dans ses bras. De plus, les images qui montraient Kim Jong-il en train de plaisanter et de faire rire la galerie ont provoqué une espèce de syndrome Kim Jong-il. Pour la première fois depuis la guerre de Corée, les deux populations ont l'impression de reprendre leur destin en main. Les deux pays vont ouvrir une voie différente, qui ne sera ni allemande, ni vietnamienne, mais coréenne. J'ai vraiment cru que nous étions sur le point de faire la paix. Avant, nous parlions de Kim Jong-il comme de notre ennemi juré. Et là, il était en train de faire rire tout le monde. Puis il a demandé à Kim Dae-jung « J'ai entendu qu'il y a des surplus d'électricité chez vous, en Corée du Sud. Pourquoi ne pas les partager? Bien sûr, je ne dis pas que vous nous les donniez gratuitement. On vous remboursera. » En 36 heures de négociations, les deux leaders s'accordent sur une déclaration. Vu les différences entre les deux pays, le processus de rapprochement compte autant que la réunification même. Pour cet engagement, Kim Dae-jung reçoit le prix Nobel de la paix. Dans les années qui suivent, plusieurs brèches apparaissent dans l'infranchissable DMZ. La grande nouveauté, c'est la zone touristique des monts Kumgang, aménagée par Hyundai et gérée par la Corée du Nord. Plus de 2 millions de visiteurs sud-coréens vont pouvoir fouler pour la première fois depuis la guerre de Corée la terre de leurs ancêtres. Les rencontres entre Nord et Sud y restent très contrôlées, mais réduisent d'autant les peurs et les fantasmes. Il y avait à l'époque beaucoup d'échanges entre le Nord et le Sud. Nous organisions environ 200 rencontres officielles par an. Nos artistes et sportifs, bien que moins nombreux que les représentants sud-coréens, se rendaient régulièrement dans le Sud. À travers ces échanges, la suspicion entre le Nord et le Sud s'est en grande partie atténuée et un climat de confiance était en train de s'installer. Par ailleurs, notre peuple a pu se rendre compte que la Corée du Sud désirait ardemment la réunification et que beaucoup de Sud-Coréens espéraient aussi la réconciliation. Autre ouverture. À Kaesong, là où a été signé l'armistice de 1953, c'est une zone économique spéciale commune qui ouvre ses portes. Une goutte de capitalisme dans l'univers socialiste du Nord. Les entrepreneurs de Séoul rêvent déjà de l'abondante main-d'œuvre bon marché local. Pyongyang y voit une arrivée bienvenue de devises. L'heure est à la joie. Mais tout le monde en est conscient. Pour réussir une telle réconciliation, il faut du temps, beaucoup de temps. Le cas allemand en est la preuve. Depuis la réunification allemande, des centaines d'élus et de fonctionnaires sud-coréens se sont rendus en Allemagne, étudier comment réunifier deux États, deux armées, deux sociétés. Ce modèle est-il transposable? Cette délégation de responsables régionaux visite Mödlareuth, petit village jadis divisé par le rideau de fer. Comme souvent, cet arrêt provoque une prise de conscience douloureuse. Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest ne se sont pas entretués. Ils pouvaient s'écrire et se rencontrer. Et surtout, les grandes puissances se sont entendues sur leur réunification. Quand je vois l'Allemagne unie et ce village paisible, je suis vraiment jaloux.
Et je me sens accablé de voir que notre Corée n'est toujours pas réunifiée. Certains craignent pourtant qu'une réunification rapide à l'allemande ne soit trop coûteuse pour la Corée du Sud, plus petite et moins riche que l'ex-Allemagne de l'Ouest. Je pense que la Corée profitera plus d'une réunification que l'Allemagne. Parce que la Corée du Sud apparaît actuellement comme une île complètement isolée à cause des fils barbelés de la DMZ. Si la réunification se fait, nous pourrons passer par le continent jusqu'en Chine et jusqu'en Europe, voire même nous rendre en France en voiture ou en train. En somme, la Corée deviendra à terme un pays continental. Le Nord aussi a étudié le cas allemand. La réunification allemande n'est pas le bon exemple pour la Corée, car c'était une réunification par absorption de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest. En Corée, il y a deux systèmes très différents et des idéologies très différentes, depuis très longtemps. Si l'un voulait absorber l'autre par la force, l'agressé se révolterait et cela pourrait mener à une guerre. Kim Jong-il avait demandé à Kim Dae-jung, « Monsieur le Président, combien de temps pensez-vous que ce processus va prendre ?» Alors le président Kim a répondu, « Si le Nord et le Sud coopèrent de manière sérieuse, je pense que nous pourrions parvenir à une réunification juridique en bonne et due forme dans 10 à 20 ans. » Kim Jong-il a dit qu'il n'était pas d'accord. Pour lui, cela prendrait entre 40 et 50 ans. La zone économique de Kaesong reste le symbole de ce premier rapprochement durable, reliant tous les jours entrepreneurs du Sud et travailleurs du Nord. Elle a survécu à toutes les crises. Mais est-ce suffisant pour une réunification future? Y aura-t-il un jour 2, 3, 10 zones économiques communes? Ce mouvement tire son nom de Gaebaek, grand général coréen du 7e siècle à l'implacable discipline militaire. Sa devise, plutôt mourir que d'être esclave. À la première alerte, les Coréens du Nord, mais aussi du Sud, forgés par les guerres, se replient vite sur ces valeurs d'ordre, de discipline et d'intransigeance. Au début de la Sunshine Policy, un test de missiles nord-coréen a déclenché une nouvelle crise. Tirant les leçons de l'intervention de Jimmy Carter, l'Amérique de Clinton décide de régler le problème par la diplomatie, pas par la canonnière. Chaque pays choisit d'envoyer des émissaires de haut niveau. L'envoyé spécial de la République populaire démocratique de Corée est allé aux États-Unis pour rencontrer Bill Clinton. Puis, la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, a rencontré notre grand général Kim Jong-il à Pyongyang. Si une telle atmosphère positive s'était poursuivie, je pense qu'il y aurait pu y avoir des échanges et des changements positifs entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est quelque chose que je regrette. Pyongyang est même prêt à suspendre l'exportation de ses missiles. Bill Clinton envisage de normaliser les relations avec la Corée du Nord.
Mais déjà, une autre guerre pointe à l'horizon. Le 11 septembre 2001 marque un tournant radical. La politique américaine se concentre sur les armes de destruction massive. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. La mauvaise foi. Je n'arrivais absolument pas à comprendre sur quoi il se fondait pour raconter des choses pareilles. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait dit ça. C'était tellement inutile et contre-productif. Je pense que c'est quelque chose qui est à la source de la méfiance des Coréens du Nord vis-à-vis de nous. En quelques mots, l'administration Bush anéantit des années d'efforts de rapprochement nord-sud. Aussitôt, Pyongyang retrouve ses réflexes de forteresse assiégée. Le moratoire sur les missiles nord-coréens est définitivement oublié. Axe du mal, changement de régime, attaque militaire préemptive, voilà les trois mots qui représentaient la doctrine Bush. La Corée du Nord est donc très alarmée. Immédiatement, les Coréens du Nord renforcent leur préparation militaire. Ils commencent, ou plutôt ils recommencent leur développement nucléaire, à la fois pour la dissuasion, mais aussi comme carte de négociation. 오늘 조선반도에서 평화와 안전을 교란하고 정세를 극단적인 국면으로 몰아가고 있는 기본 장본인은 바로 미국이다. La très martiale propagande nord-coréenne paraît souvent inaudible à l'étranger. Mais à la télévision, comme dans les omniprésentes réunions d'éducation politique, les mots d'ordre appelant à serrer les rangs sont sans ambiguïté. 선택권은 우리에게도 있으며 힘은 미국의 독점물이 아니다. 강경에는 초강경으로, 총에는 대포로 침략자들은 우주 고혼의 신세를 절대로 면치 못할 것이다. Les timides réformes économiques engagées à cette époque sont abandonnées. La sécurité du pays passe avant tout. D'autant qu'un autre événement va marquer les esprits. La guerre en Irak, autre membre de l'axe du mal, et la chute de Saddam Hussein. L'exemple de l'Irak et de l'Afghanistan montre qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour nous défendre. D'où l'intérêt de développer notre propre force. Si on prend le cas de la Libye, nous voyons que les Libyens ont renoncé à l'arme nucléaire sous injonction américaine. Et finalement, ils ont creusé leur propre tombe. Tous ces exemples nous ont confortés dans l'idée que face à des impérialistes, il n'y avait pas d'autre solution que la lutte et encore la lutte. Les deux Corées deviennent l'otage de ce rapport de force. Déjà critiqué en Corée du Sud, Kim Dae-jung subit en plus la nouvelle politique américaine. Comme au XIXe siècle, les Coréens ont l'impression d'être, selon l'expression locale, une crevette au milieu des baleines, un jouet aux mains des grandes puissances. L'Amérique, première puissance mondiale, n'entend pas abandonner ses bases militaires en cas de réunification au moment même où le centre du monde bascule vers le Pacifique. Le Japon, encore deuxième économie mondiale, craint une grande Corée nucléarisée et revancharde. La Russie et la Chine ne comptent pas lâcher leurs turbulents voisins nord-coréens, toujours utiles comme zone tampon face à l'Occident.
Pour que la réunification puisse vraiment se faire, à l'époque comme aujourd'hui, il faudrait une très forte coopération de la part de tous ces pays, à commencer par la Chine et les États-Unis, mais aussi le Japon. Malheureusement, aucun de ces pays ne semble vraiment motivé pour pousser l'unification trop loin. Le grand voisin chinois, qui a besoin de calme pour se développer, a soutenu le rapprochement intercoréen. Mais Pékin hésite entre ses liens historiques avec le Nord et l'explosion de ses liens économiques avec le Sud. En 2003, Pyongyang a quitté définitivement le traité de non-prolifération nucléaire. La stabilité en Asie est menacée. Pékin lance alors des négociations de paix et de dénucléarisation à 6, les deux Corées et 4 grandes puissances. Nous devons d'abord nous inquiéter du fait que les Coréens du Nord puissent coopérer avec les mauvaises personnes. Nous les avons vus coopérer avec les Syriens, probablement avec les Pakistanais, peut-être avec les Iraniens. Mais ce qui est aussi inquiétant, ce sont les répercussions régionales. Si ces développements en Corée du Nord incitaient le Japon et la Corée du Sud à se dire « nous aussi, nous voulons la bombe atomique », cela deviendrait très dangereux. Pour les Coréens du Nord, hors de question d'abandonner leur développement nucléaire tant qu'ils n'auront pas l'assurance ultime, un traité de paix. Les négociations sont longues et frustrantes. Il est communément admis qu'un traité de paix est quelque chose que signent deux États souverains qui se reconnaissent comme tels. Or, les États-Unis ne jouent pas le jeu. Lors des négociations précédentes, les Américains étaient uniquement intéressés de nous priver de notre capacité nucléaire. Ils ne nous ont jamais reconnus comme un partenaire et comme un État souverain. Faute de progrès dans les pourparlers, le cercle vicieux reprend. Nouveaux tirs de fusée, sanctions internationales, puis en 2006, premier essai nucléaire nord-coréen. La dénucléarisation a échoué. 2 ans plus tard, les négociations multilatérales à Pékin sont suspendues. Dans les années 1990, les États-Unis auraient pu reconnaître la Corée du Nord. Ça ne veut pas dire qu'ils l'approuvent, mais ce pays existe. Il est membre de l'ONU, juste reconnaissez que ce pays existe, mais ça n'a pas été fait. Donc mettez-vous à la place des Nord-Coréens. Si ces gens disent que nous sommes des criminels, on va leur montrer qu'il ferait mieux de nous traiter d'égal à égal et avec respect. C'est l'attitude ambiguë de la Corée du Nord. D'abord, ils pensent qu'ils doivent être prêts pour une invasion militaire. Mais aussi, ils veulent négocier avec les États-Unis pour parvenir à une coexistence pacifique. Mais nous ne pouvons pas seulement nous en prendre aux grandes puissances. Nous devons trouver une solution nous-mêmes entre le Nord et le Sud. Nous y parviendrons si les gouvernements décident de la bonne politique et de la bonne direction. Kim Jong-il et Roh Moo-hyung, le successeur de gauche de Kim Dae-jung, tentent un second sommet en 2007. Mais les incessantes tensions diplomatiques ont marqué les deux États. En 8 ans de diplomatie du rayon de soleil, les échanges entre Nord et Sud n'ont certes pas cessé de se développer. Les deux dirigeants négocient même un catalogue de futurs projets communs dans lequel les prochains gouvernements pourront piocher. Mais l'euphorie du premier sommet est retombée. Kim Jong-il, physiquement affaibli, ne se rend pas à Séoul pour un sommet retour. Un an plus tard, l'ex-président sud-coréen se suicide, suite à des affaires de corruption. Alternance oblige, la gauche a perdu le pouvoir au sud. Les conservateurs ont critiqué depuis des années les aides financières au nord, pourtant infiniment moins coûteuses que tous les armements le long de la DMZ. La parenthèse de la coopération touche à sa fin. Koryo est le nom d'un des anciens royaumes de la péninsule. C'est aussi le mot qui a donné Corée en langues étrangères.
En coréen, le Sud appelle son pays Hanguk, le Nord Chosun. Si même un nom commun pose problème, comment s'entendre sur une Corée unie? La Corée du Sud est une démocratie. Et Lee Myung-bak, le nouveau président sud-coréen, décide de changer de politique. Ancien entrepreneur, puis maire conservateur de Séoul, il refuse une réconciliation à tout prix. Les aides du Sud ne se poursuivront que si le Nord coopère, notamment en matière nucléaire et de droits de l'homme. Pour Pyongyang, c'est une ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures. C'est terrible. Lee Myung-bak et son gouvernement ont refusé de respecter les accords précédents. Dès le début, leur conception c'était « il faut isoler la Corée du Nord, il faut contenir la Corée du Nord, il faut l'étrangler et espérer que cela poussera à l'effondrement de son régime. Ainsi, nous pourrons récupérer la Corée du Nord. » En refusant tous les échanges et la coopération avec la Corée du Nord, ce gouvernement sud-coréen a, à mon avis, commis un grand crime contre notre volonté commune d'unification. Un fait divers va tourner à l'affaire d'État. Lors d'une des très populaires visites au Mont Kumgang, une touriste sud-coréenne sortie de la zone autorisée est abattue par un soldat nord-coréen. Les conservateurs sud-coréens profitent de cet événement pour dénoncer toute collaboration avec le Nord. Au départ, ce n'était pas l'idée. Ce devait être une aide destinée à améliorer la vie de la population civile, qui souffre de pauvreté et de faim. Or, toutes nos aides ont été investies dans le développement des armes nucléaires, la prolifération des matériels militaires et des missiles. Les vieilles alliances de la guerre froide semblent se reconstituer. Kim Jong-il se rapproche de Pékin et de Moscou. Lee Myung-bak charme les États-Unis. Pyongyang procède à un second test nucléaire. Le Sud accuse le Nord d'avoir coulé un de ses navires de guerre. Puis un duel d'artillerie sur une île frontalière choque la population de Séoul. Ces années sont les plus sanglantes depuis 2 décennies. Même les plus modérés sont découragés. Les provocations de Corée du Nord mettent en danger la sécurité des habitants de Séoul, affectent l'ambiance et le climat de travail à Séoul. La paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est cruciale pour la sécurité de nos concitoyens. Lorsque Kim Jong-il meurt, cédant sa place à son 3e fils, Kim Jong-un, les relations entre le Nord et le Sud sont au plus bas. Seules 2 personnalités sud-coréennes sont autorisées à se rendre à son enterrement. La veuve de Kim Dae-jung, l'homme qui a tendu la main au Nord, et la veuve de l'héritier Hyundai, qui rêvait de réunifier économiquement le pays divisé. Aujourd'hui, les discours officiels, les écoles, les musées du Sud comme du Nord continuent de promouvoir la réunification. Mais des 2 côtés du 38e parallèle, l'évolution sociale et économique pousse les Corées dans des directions de plus en plus opposées. Séoul, quartier de Hongdae, le quartier branché de la capitale. Depuis les années de la grande détente Nord-Sud, la jeunesse sud-coréenne n'a plus peur du Nord. Elle consomme, voyage, étudie à l'étranger, s'intéresse aux succès mondiaux de l'électronique et de la pop sud-coréenne, bien plus qu'aux lointains voisins du Nord. Si on compare les revenus par tête, le rapport entre le Nord et le Sud est de 1 pour 15 selon les optimistes
et de 1 pour 40 selon les pessimistes. C'est de loin le plus grand écart de revenus entre deux pays frontaliers. Et on parle de deux pays non seulement frontaliers, mais qui en plus partagent la même langue. Autre enjeu, les quelques 25 000 réfugiés nord-coréens installés au sud. La plupart sont arrivés depuis les années 90, fuyant clandestinement la misère et la répression au nord. Mais la société hyper compétitive du Sud reste très imperméable à ses cousins si proches et pourtant si différents. Quand on rencontre des gens du Sud, ils sont à l'aise au début. Mais dès qu'on leur dit qu'on vient de Corée du Nord, j'ai l'impression qu'ils deviennent un peu méfiants. Ils n'ont pas l'air de nous considérer comme des citoyens sud-coréens, mais comme des gens un peu différents, des étrangers. Sur les 25 millions d'habitants que compte aujourd'hui la Corée du Nord, seule une infime minorité vient en Corée du Sud. Or, ces gens ont des difficultés à s'intégrer. Si la Corée du Nord vient à ouvrir ses portes, soit par la réunification, soit par un assouplissement des échanges, comment le Sud va-t-il accueillir le reste de la population nord-coréenne ? Les récits des réfugiés ont alerté l'opinion internationale sur un autre sujet, les droits de l'homme en Corée du Nord. Des récits qui rappellent les condamnations collectives, les camps de rééducation, les tortures et les exécutions. Sujet tabou pour le régime de Pyongyang. Je pense que la Corée du Nord a un terrible bilan en matière de droits de l'homme. Et les gens me disent, mais pourquoi y vas-tu encore? Pourquoi continues-tu à fréquenter ces gens mauvais? Regarde ce qu'ils font dans les goulags. Je dis que je n'excuse pas du tout ce qui est fait là-bas. Je suis tout à fait conscient de la situation. Mais une question demeure. Comment faire pour que la Corée du Nord change? Mon expérience me dit que le changement arrive plus rapidement quand un pays est conscient qu'il est dans son intérêt de changer. Les changements imposés par l'extérieur ne sont pas un facteur stabilisateur, mais un facteur déstabilisateur. Les pressions exercées sur le Nord ont-elles été utiles? C'est la question que pose la veuve du président Kim Dae-jung lors d'une commémoration du sommet historique Sud-Nord. 남북 관계가 단절된 사이 중국은 북한과 더 가까워졌습니다. 지난 5년은 남북 관계에서 잃어버린 5년이라고 믿습니다. C'est ici que se mesure le boom des échanges sino-coréens. Dandong, petite ville chinoise à la frontière avec la Corée du Nord. Le long des fleuves Yalu et Tyumen, villes et entreprises poussent comme des champignons. La Corée du Nord regorge de matières premières. Fer, magnésium, cuivre, or, de plus en plus exploités par la Chine et la Russie. Deux zones économiques sino-coréennes fonctionnent déjà. D'autres sont en construction, tout comme un nouveau pont géant. En quelques années, les échanges entre les deux pays ont triplé. Mais les relations entre deux pays de taille si différentes peuvent-elles être équilibrées? La Corée du Nord est idéalement placée. Elle a des centaines de kilomètres de frontières communes avec la nation économique la plus vaste et la plus dynamique au monde. Et ce, avec un salaire moyen plus bas en Corée qu'en Chine. C'est comme avoir les 6 bons numéros au loto. Entêtant à ce sein chinois, la Corée du Nord peut potentiellement devenir une vraie puissance.
À Dandong, ce monument rappelle l'aide chinoise lors de la guerre de Corée. À proximité, le pont sur lequel transitent les marchandises vers le nord. Riz, blé et surtout pétrole non soumis aux sanctions. Ordinateurs et écrans plats qui intéressent tant ceux qui, au nord, commencent à avoir de l'argent. DVD chinois et sud-coréens vendus sous le manteau. Autant de fenêtres sur le monde extérieur. Les échanges avec les Chinois font que les Coréens du Nord s'adaptent lentement à la vie dans une société moderne. Une fois que les Coréens du Nord s'y seront adaptés, le rapport de pouvoir sud-nord sera beaucoup moins inégal que celui qui existait entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Pour contrebalancer le géant chinois, le Nord miserait volontiers sur les entreprises du Sud. Mais politiquement, la confiance est rompue. Économiquement, si le Nord et le Sud acceptaient de faire cause commune, nous pourrions développer conjointement les riches ressources souterraines de la Corée du Nord. La Corée du Nord dispose par ailleurs d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. C'est l'une des choses qui intéressent beaucoup les entreprises sud-coréennes. Ce serait bénéfique du point de vue du développement économique. Les grandioses spectacles de masse racontent encore la réunification. Il met également en scène l'armée, colonne vertébrale du régime qui absorbe toujours un quart des revenus. Les alliés chinois et les nouveaux consommateurs qu'il convient maintenant de satisfaire. Les changements réels en Corée du Nord ont été décrits comme les 5 M. Numéro 1, le marché. Numéro 2, monnaie, argent. La Corée du Nord est devenue folle d'argent, comme un pays capitaliste. Numéro 3, téléphone mobile. Numéro 4, automobile. Il y a tant de voitures. Et la dernière chose, à mes yeux la plus importante, la mentalité. La Corée du Nord a changé de mentalité. Toute critique du régime reste officiellement proscrite. Mais 2 millions de téléphones portables mettent à mal le monopole étatique d'information. Dans les campagnes, les vélos sont de plus en plus nombreux. Les enfants sont mieux habillés, même si un quart reste mal nourri selon le Programme alimentaire mondial. Signe de leur importance, le grand marché privé de Pyongyang s'appelle Tongil, réunification, tout comme un quartier moderne de la capitale. Mais jusqu'ici, l'autoroute entre les deux pays reste désespérément vide. Et la DMZ, infranchissable. Je suis sûre qu'on parviendra un jour à la réunification. Le changement dépend de la volonté de ceux qui ont le pouvoir. Je pense que mes petits-enfants, enfin mes arrière-petits-enfants, vivront dans une Corée réunifiée. Toute ma vie, je n'ai connu que cet état d'armistice. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais connu la paix. C'est trop long d'attendre la génération de mes petits-enfants. Si possible, je voudrais que la réunification se fasse de mon vivant. Si nous avons une approche trop solennelle et sérieuse de la réunification, cela ne rendra son processus que plus difficile. Mais si nous considérons la réunification comme une source de joie et de bonheur, sa réalisation n'en sera que plus rapide et aisée.